Et nous allons faire réagir la ministre des Sports à ce sujet, Narima Temari Yaorana. Yorana Emma et Yorana à tous ceux qui nous regardent ce soir. Depuis plusieurs semaines, on assiste à un bras de fer entre Paris 2024 et les associations. On l'a vu dans le reportage, la situation s'agite à la presqu'île, prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Quel est votre point de vue? Comprenez-vous cet élan de contestation qui ne cesse pas? Alors je pense que c'est important de remettre les choses en comprenant. Parce qu'on est tous du même côté. Ça, c'est un discours que le président tient, notamment face aux associations et à l'association Veyara Outerpo. On est tous là pour notre pays. Dans un second temps, la manifestation de toutes les choses qui ont pu être faites, c'est-à-dire toutes les réunions techniques, les fameuses 6 options qu'il y avait, qu'on a pu imaginer, qui ont finalement techniquement été déboutées les unes après les autres pour des raisons, encore une fois, techniques, montrent qu'on a compris que ça a posé problème de ne pas avoir été associé dès le départ et surtout qu'on a eu envie d'aller jusqu'au bout, de repousser tous les curseurs nécessaires. Aujourd'hui, la solution qui est l'option qui est choisie par le gouvernement et notamment donc notre président Moïse Broderson est la meilleure solution qu'on ait trouvée. On a tout imaginé. On a même imaginé mettre une tour des jurys à Tatrei. On est allé voir ce qui se fait à la Fiji Pro avec des caméras, etc. On a effectivement dialogué avec l'association leader en réfractaire, mais on a aussi également discuté avec la WSL. C'était important. Il ne s'agit pas uniquement des Jeux Olympiques, il s'agit aussi de la pérennité de la compétition annuelle qui se tient sur Tiahupo. Donc maintenant, il n'est plus question de faire marche arrière. Les choses sont trop avancées. Je pense que le président a été suffisamment clair, il n'y a pas de sujet. L'association Veyara au Tiahupo a eu la transparence de nous dire qu'ils allaient forcément camper sur leur position et on comprend, on entend. Maintenant, il va aller de notre ressort de suivre particulièrement ces travaux et d'ailleurs une invitation a été lancée aux associations et je dis aux associations parce qu'en fait il y en a plusieurs et chacune défend ses objectifs, défend ses convictions, mais il est question de les associations, de les associer aux différentes étapes de la construction de la tour des juges, notamment sur le lagon, pour faire preuve tout simplement, encore une fois, de transparence et de dialogue. Mais on y va. Moïse Broderson et vous-même avez annoncé depuis le tout début que les JO ne pourraient se faire contre la volonté de la population. On l'a vu, la situation est compliquée. Comment comptez-vous faire pour les convaincre, pour améliorer la situation avec eux? Nous, on va continuer dans notre ligne de conduite. On va garder le dialogue avec les uns comme les autres. On va garder la transparence et puis on va avancer, tout simplement, on le disait. Aujourd'hui, malheureusement, les répercussions sont humaines, sociales. La vie se tend, s'est tendue à Tiahupo et c'est clairement pas comme ça qu'on en sort grandi. Donc, on va continuer à avancer, on va organiser ces jeux, on va continuer à écouter, on va continuer à être disponible parce que clairement, il faut le rappeler, la disponibilité du président auprès de l'association qui, en fait, a peur de ce qui peut se passer. Elle a été exceptionnelle, mais on y va. La position a été donnée par le président, donc on le fera. Une toute dernière question concernant les Jeux Olympiques. Le président de Paris 2024 et la ministre des Sports du gouvernement central sont attendus sur le territoire. Quel serait l'objectif de leur venue et leur venue est-elle réellement essentielle dans la situation actuelle? Je pense que pour avoir rencontré Dukwa Castera et Tony Estanguet, je pense que leur souhait, c'est avant tout de venir rassurer, de venir comprendre, de venir discuter et dialoguer encore une fois. Donc je ne saurais pas vous dire si effectivement ils seront là d'ici la fin de l'année. Je pense que Paris 2024 est bien plus au courant que moi et le cabinet de la ministre de l'Hexagone. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, et il ne faut pas l'oublier, l'ensemble des parties prenantes ont contribué. On est arrivé avec un dossier quasiment ficelé, les curseurs ont été bougés. Aujourd'hui, la tour allégée en aluminium, c'est important de le dire, est quasiment à l'identique que celle de la WSL. Donc aujourd'hui, on a fait les efforts nécessaires et il va falloir absolument homologuer ces fondations qui ne le sont plus depuis 2008. Et je termine avec ça. Donc le dossier souche complet a été transmis à l'association Veyara Outerpo que je salue au passage depuis vendredi dernier, soit 2 jours avant la publication de la vidéo. Nous allons aborder un tout autre sujet, c'est votre déplacement dans l'Hexagone, plus précisément au quartier Jeunesse à Paris. Qu'en est-il ressorti? Y a-t-il des choses qui vous ont inspiré, que vous voulez mettre en place ici au Fénois? Quand j'ai pris mes fonctions, l'Union pour la jeunesse, donc l'UPJ, a été particulièrement positionnée sur le fait de défendre la jeunesse qui est systématiquement en fait noyée dans l'actualité, etc. Donc j'ai entendu, j'ai écouté et effectivement il nous manque
une chose au Fénois, c'est un endroit où nos jeunes peuvent se rassembler ailleurs qu'au Tapiaratrek, qu'au bord de route, etc. Même si je conçois que ça fait partie de notre vie, de notre quotidien au Fénois. Et donc, je visite ce quartier jeunesse qui, en fait, a été mis en place par la ville de Paris, mais avec la contribution du gouvernement au titre de la jeunesse et aussi, en fait, tous les secteurs, la santé, la culture, la partie emploi, qui viennent au final créer cet univers dans lequel le jeune est libre de venir comme il veut, sans filtre, sans vérification d'identité. L'objectif pour cet espace, c'est de l'accompagner dans son émancipation et dans ses projets. Et l'idée, ce serait de créer une sorte de CIDJ localement, c'est bien ça, hein? Ce serait l'idée, mais il n'est pas question que je décide toute seule, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va tenir les assises de la jeunesse ce samedi. L'objectif pour nous, c'est de construire, de co-construire un schéma directeur pour les 10 prochaines années. Et la co-construction va nous permettre, et là je lance un message aux politiciens, aux gens qui voudraient faire carrière après nous en politique, l'idée de la co-construction, c'est de s'inscrire dans la pérennité. C'est important. Et comment comptez-vous vous y prendre justement durant ces assises de la jeunesse pour élaborer votre schéma directeur pour les prochaines années? Il y a toute une méthodologie qui est mise en place, qui est déployée à petite échelle en local, mais qui se fait de manière générale dans le monde entier. Et là, je vais vous parler donc des méthodes sprint, agile, des icebreakers. Donc, c'est vraiment un espace où on va mettre ensemble toutes les intelligences, tous les avis, tous les parcours de vie, parce que ça, c'est important. Avec nous, on aura des jeunes, qu'ils soient issus des 5 archipels. J'avais vraiment besoin d'avoir cette représentativité de nos îles. On va aussi également avoir des porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs, des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, mais aussi des jeunes en situation difficile. Et là, je tiens sincèrement à remercier Père Christophe qui a accepté de travailler avec nous sur ce projet. Nous aurons également des jeunes sans domicile fixe. Avec eux, nous aurons des cadres qui œuvrent au quotidien dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et l'idée, c'est avec eux de venir poser les bases, les fondations de ce fameux schéma directeur qui serait disponible d'ici la fin de l'année 2024. Donc ces assises de la jeunesse se tiendront le 2 décembre, donc ce week-end. Merci. Le 2 décembre, et je termine juste une dernière chose, la co-construction, encore une fois, hein, c'est super important. Et j'ai envie de dire aux jeunes, parce que tu le disais tout à l'heure en off, Emma, tu as le sentiment qu'en fait, on n'a pas fait grand-chose ces dernières années pour la jeunesse. Il y a eu des tentatives, ça n'a pas abouti, mais moi, je suis aussi convaincue que si on passe notre temps à chaque gouvernement à venir mettre à néant ce qui a pu être fait en amont, eh bien, en fait, on tourne en rond. Donc, au niveau de la jeunesse, effectivement, ça fait 20 ans qu'il n'y a rien eu, qu'il n'y a pas de schéma directeur, pas de stratégie. Et donc, l'objectif, pour nous, c'est de récupérer ce qui a été fait en amont, parce que ça a été fait en 2016, ça a été fait en 2021, et de venir impulser la nouveauté, et surtout, qu'est-ce qui intéresse les jeunes en 2023, en 2024, et pour les 10 prochaines années. Donc, je passe encore un message à nos politiciens qui dirigent le pays, et dont je fais partie, mais je suis aussi surtout jeune, avant tout. Inscrivons-nous dans la vraie continuité, inscrivons-nous dans la pérennité des actions parce qu'en fait, nos jeunes, c'est notre avenir et aujourd'hui, c'est pour eux qu'on fait tout ça. C'est donc sur ce message que s'achève cette interview. Merci Nahima et Temari pour toutes ces précisions. Maruru.